Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Ça va être comme ça pendant 15 jours? Écoutez, j'espère que non. La question a été posée par la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est une réforme qui suscite des réactions, donc c'est normal qu'il y ait du débat. Maintenant, je souhaite que le débat soit respectueux. On sait qu'il y a plus de 20 000 amendements qui ont été déposés par les groupes d'opposition. Il va falloir pouvoir étudier ces amendements. Pour ça, il faudra un climat serein. Opposition qui vous dit que c'est votre projet qui met le feu à l'Assemblée? Oui, écoutez, il n'y a pas de surprise. Le président de la République, lors de sa campagne, s'était engagé à faire une réforme des retraites. Chaque député de la majorité qui a été élu avait porté dans sa campagne cette réforme des retraites. C'est pas une surprise pour l'opposition. C'est pas non plus une surprise pour nous que l'opposition s'oppose sur ce projet. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'il y ait du débat constructif. Ceux qui nous disent qu'ils souhaitent améliorer la réforme, nous sommes, la Première ministre l'a rappelé, très ouverts à toutes ces améliorations. Bon, on va parler de tout ça ce soir. Vous serez interrogé par Pauline Simonet, par Pablo Pio-Vivien, qui était déjà là, et par Charles Consigny qui nous rejoint. Bonsoir Charles, tout va bien? Écoutez, très bien. Très bien, avec les petites notes déjà prêtes, c'est magnifique. Avocat, je suis très heureux d'être avec vous. Eh ben, on est ravis de vous accueillir, ravis que vous soyez face à Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, ambiance chaotique, je le disais à l'Assemblée aujourd'hui, plusieurs incidents de séance alors que les débats ne font que commencer. Plusieurs incidents, et notamment celui-ci, dénoncé tout à l'heure par Marine Le Pen. Écoutez la patronne du groupe Rassemblement National. Madame la Présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. 4 ou 5 de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence pour pouvoir voter cette motion référendaire. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. Tous les députés RN, je le précise, devaient être présents dans l'hémicycle pour que leur motion référendaire soit étudiée. On a visiblement tenté de les intimider, c'est ce que dénonce Marine Le Pen. Et écoutez tout à l'heure sur ce plateau, Jordan Bardella, le président du RN, qui a diffusé un de ses messages vocaux reçus par un des députés. Regardez. Un de nos proches vient d'être amené en urgence à l'hôpital. Si vous pouvez vous rendre sur place, c'est attendu. Ces méthodes d'intimidation, on va trouver... Qui est derrière, vous savez, je sais pas, mais c'est des appels anonymes et on va trouver, sont absolument inadmissibles. Et je ne veux pas accuser l'extrême gauche et la NUPES sans preuve, mais on voit bien que les techniques de zadistes dans lesquelles se sont lancées une grande partie de l'extrême gauche pour empêcher le Rassemblement national de soumettre ce texte à référendum est en réalité un aveu de complicité entre une grande partie de l'hémicycle à gauche et la NUPES. Comment vous réagissez d'abord, Marlène Schiappa, à ces messages reçus visiblement ce soir par plusieurs députés Rassemblement National? Mais d'abord, moi, je condamne, comme je l'ai absolument toujours fait, toute tentative d'intimidation vis-à-vis des élus de la République, quel que soit leur groupe politique au demeurant. J'en ai été moi-même suffisamment victime, y compris physiquement, et y compris vis-à-vis de mes enfants, pour savoir à quel point c'est grave et à quel point c'est inadmissible. J'espère qu'on trouvera effectivement qui sont les auteurs de ces appels. Se servir de drames familiaux et personnels vis-à-vis de députés, c'est encore plus abject, bien évidemment. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de débattre à l'Assemblée? Je souhaite qu'on soit capable de débattre. Pardon de le dire, mais ce ne sont pas des techniques très modernes. Valérie Pécresse avait elle-même fait part du fait qu'elle avait reçu nuitamment des appels téléphoniques faisant état de drames familiaux la concernant à des moments où elle était ministre à l'époque, il y a déjà longtemps de cela. Donc ce sont hélas des méthodes traditionnelles de la vie politique. Je dis hélas parce que ce sont des méthodes que l'on aimerait voir disparaître. Ce n'est pas plus acceptable de le faire contre des élus du Rassemblement national que contre des élus de quelque bord politique que ce soit. Charles, face à ces méthodes-là, et face notamment à Jordan Bardella qui dit « j'ai pas de preuves », mais qui accuse à demi-mot la NUPES. Écoutez, moi je pense qu'il faut une enquête, je pense qu'il faut une enquête judiciaire. Vous savez, quand vous recevez un message téléphonique, la police peut avoir les moyens de déterminer d'où vient l'appel que vous avez reçu. Et donc ça me paraît nécessaire, compte tenu de méthodes qui, me semblent totalement... saugrenu et inacceptable, de diligenter une enquête très sérieuse et de déterminer qui sont les auteurs de ces appels. Pablo. Non, mais le lien qui est fait entre les appels et la NUPES, même s'il dit non, mais je vais pas faire le lien, mais quand même, je le fais quand même, c'est absolument insupportable. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas en fait qui sont les auteurs de ces appels. Donc, non, je ne vais pas accuser la NUPES. Non, mais je parlais de Jordan Bardella, parce que pour le coup, lui a clairement fait le lien. Pour l'instant, le lien n'est pas fait. Effectivement, il faut chercher. Il faut que des plaintes soient déposées. Si des plaintes sont déposées, je suis persuadée que des enquêtes sont ouvertes. Et on sait notamment que la présidente Renaissance de la Commission des Affaires sociales a reçu, elle aussi, aujourd'hui, Fadila Khattabi, a reçu des menaces de mort destinées à ses enfants, des menaces de faire exploser sa maison.
J'allais y venir justement, je lui apporte d'abord tout mon soutien bien évidemment. Moi je veux aller sur le terrain de ces députés de la majorité qui, en raison de leur engagement avec le président de la République sur la réforme des retraites, voient leur permanence murés, saccagés, voient des menaces exister contre eux-mêmes, contre leur famille. On l'a vu précédemment avec les Gilets jaunes, ce degré de violence à l'encontre des élus. Moi, je pense que ce n'est jamais positif. Parce que dans une démocratie, on doit respecter les élus, quels qu'ils soient, même et surtout, dirais-je, quand nous sommes en désaccord avec eux. Donc la démocratie, elle existe dans le débat parlementaire, elle existe aussi ici dans le débat public, sur les plateaux de télévision. Elle ne doit jamais passer par la violence, c'est évident. Mais vous saviez que cette ambiance, elle était inflammable. Et la question va se reposer, est-ce que c'était le bon moment pour amener cette réforme à l'Assemblée maintenant, alors qu'on sait qu'on a un pays à cran? Et peut-être que ça, c'est, comment dire, un exemple, alors qu'il est caricatural, etc., mais du fait que le pays est à cran. Moi, je n'expliquerai jamais à une personne qui est victime de violence, quelle qu'elle soit, que c'est un peu de sa faute et qu'elle l'a un peu cherché. Je suis vraiment opposée à toute cette forme de rhétorique. Je n'irai jamais dire à un député qui n'avait qu'à pas défendre ses convictions s'il ne voulait pas être attaqué. Vous avez noté que je ne le dis même pas pour les députés d'extrême droite et du Rassemblement national. Je pense que nous sommes dans une démocratie. Nous avons le droit d'exprimer des désaccords, d'exprimer des convictions et de le faire sereinement. Après, on se demande pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire de la politique, mais quand on voit le degré de violence auquel on doit faire face juste pour avoir défendu des convictions, je pense que ça pose question sur effectivement le respect globalement qu'on peut avoir de la politique avec un grand P et du débat public. Non, mais vous rebondissez sur ce que disait Maxime, évidemment, en mettant de côté ce qui est menace physique, que ce soit contre le RN ou contre n'importe qui, évidemment, on met ça de côté. Mais cette ambiance délétère, ce climat social, vous avez vu les sondages aussi, 2/3 des Français au minimum qui sont opposés à cette réforme. Comment expliquer, c'est la question que posent des gens qu'on rencontre dans les manifestations, pourquoi, quand on a eu une période aussi difficile, pourquoi nous infliger ça maintenant, quitte à peut-être tenter de passer cette réforme un peu plus tard, mais pourquoi maintenant dans un climat social aussi difficile ? D'abord, cette réforme, moi je ne dirais pas qu'elle inflige quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est comme ça que les Français le ressentent. C'est pour ça que je suis là pour expliquer que pour nous, il ne s'agit pas d'infliger quoi que ce soit, il s'agit de transformer notre modèle. J'imagine qu'on aura le débat de fond tout à l'heure et qu'il y aura des désaccords probablement, mais il s'agit pour nous de sauver le modèle par répartition, tout simplement. Moi, j'y suis très attachée. Je pense que si on va vers un modèle par capitalisation, avec des fonds de pension comme on l'a à l'américaine, en fait, les riches auront de très belles retraites et les pauvres ne pourront rien capitaliser et n'auront rien à la fin. Je pense que c'est une réforme qui améliore le système, qui crée d'ailleurs un plancher à 1 200 € qui n'existe pas aujourd'hui et qui crée un certain nombre d'avantages et de prise en compte, notamment pour les personnes les plus précaires, les plus fragiles. Donc je pense que c'est une réforme responsable, de justice et qui correspond aux engagements du président de la République. Pardon, mais là, c'est des éléments de langage. Vous avez été ce week-end mise mal à l'aise dans une émission concurrente par un tweet que vous aviez publié. Je n'étais pas extrêmement mal à l'aise. Vous m'avez jamais vu mal à l'aise, Charles Consigny, je crois. À part tout à l'heure quand vous m'avez fait pleurer. Non, mais je ne doute pas que vous sachiez garder vos moyens. Mais vous aviez publié en 2010 un tweet que la NUPES ne renierait pas aujourd'hui. Les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue au travail et si possible être assez bien payés pour ne pas balayer le McDo alors qu'ils marchent avec une canne. Donc ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui contre la réforme. Donc moi, je vous entends la défendre au nom, j'imagine, de la solidarité gouvernementale et ce genre de choses. Mais, et de mes convictions un petit peu. Vos convictions, alors elles sont évolutives. Vos convictions, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et maintenant? Peut-être qu'entre les deux, vous êtes devenu ministre d'Emmanuel Macron et que ça a fait évoluer vos convictions? Alors non, vous savez, moi j'ai eu le grand plaisir d'être présidente d'association. C'est à ce titre que je m'exprimais à ce moment-là, d'être ensuite élue locale et ensuite membre du gouvernement parce que je me suis engagée avec Emmanuel Macron. Je ne suis pas devenue un soutien du président parce que j'aurais été nommée au gouvernement, c'est l'inverse. Sur la réforme des retraites, moi j'observe justement qu'à l'époque, il y avait un débat notamment sur la question de l'âge. Et dans cette série de tweets, j'évoque l'âge de 67 ans, qui était une demande à l'époque de la frange droite des LR, qui était l'UMP au moment où je me suis exprimée sur ces tweets. Nous, on a toujours dit que 67 ans, pour nous, c'était trop tard. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans cette réforme, on va passer de 63 et 3 mois à 64 ans, ce qui n'est pas un effort énorme en moyenne, et de manière progressive d'ici à 2030. Donc c'est justement pour éviter cela et pour prendre en compte la question de l'emploi des seniors. Parce que dans le tweet d'après, je disais, il y a une espèce de dichotomie. Vous voulez que je lise le tweet d'après? Mais oui, allons-y. Après 50 ans, on ne t'embauche plus, mais le MEDEF veut que tu partes à la retraite à 67 ans. Pendant 17 ans, tu fais quoi pour l'interrogation? Alors pardon. Mais c'est une vraie question. Oui, mais cet âge de 67 ans, il est toujours dans la loi, Marlène Schiappa. Il est toujours là, cet âge de 67 ans. Alors, on n'est pas sur l'âge mise. 67 ans sera pour un tout petit nombre de personnes. Ceux qui ont commencé très tôt à travailler continueront à partir beaucoup plus tôt. Et c'est normal, c'est une question de justice.
Mais attendez. Et entre 50 et 64 ans, on fait quoi? Parce qu'il reste 14 ans. Pardon de le dire, hein, mais je posais une excellente question. Oui, et mais vous n'y avez pas je vous remercie. On est en train d'y répondre avec le président de la République sur la question de l'emploi des seniors. Pour moi, il y a deux sujets. Un, il y a la question de la formation. Moi, notamment, je travaille sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience pour les bénévoles, pour faire en sorte que quand vous êtes bénévole dans une association, vous avez par exemple un travail physique, je sais pas, vous êtes assistante maternelle, c'est très physique. Et à côté de ça, vous êtes bénévole dans une asso, vous êtes trésorière. Et bien, vous pouvez avoir un diplôme qui vient sanctionner votre expérience et vous pouvez vous réorienter. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est si attaché à la formation tout au long de la vie. Pour dire que pour l'âge de départ à la retraite, ça ne va pas changer grand-chose. Non, mais on parle de l'emploi des seniors. Je réponds mais vous ne pouvez pas faire les choses à l'inverse. Entre 50 et 64 d'abord, vous assurez en fait que les seniors ne partent pas et n'ont pas un chômage plus important que les autres. Aujourd'hui, effectivement, ça évolue un peu, mais c'est loin d'être satisfaisant. Et ensuite, faire une réforme des retraites, c'est-à-dire les faire partir plus tard à la retraite. Pourquoi vous faites ça dans l'autre sens? Parce qu'on n'a aucune garantie que là, les propositions que vous faites vont véritablement aider les seniors à conserver leur travail. Alors moi, je dirais pas qu'on le fait dans le sens. Je dirais que la question du plein emploi, c'est vraiment au contraire le fil rouge des deux quinquennats du président de la République. Dès 2017, il a dit que le travail était sa ligne politique et son moteur et que le plein emploi était son objectif. D'ailleurs, regardez, dans cette campagne présidentielle, on n'a jamais aussi peu parlé de la question du chômage. Pourquoi? Parce que grâce à la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement... Merci Charles Consigny. Parce qu'Emmanuel Macron s'est défaussé de tout débat. Excusez-moi. Emmanuel Macron a pris le prétexte de la guerre en Ukraine pour ne pas participer à la campagne présidentielle. Il y a eu un meeting sinistre au Bercy Arena, machin... De Valérie Pécresse qui a mené en... Oui, moi j'étais dans l'équipe de Valérie Pécresse qui essayait de faire une vraie campagne. C'est moins déshonorant que d'avoir soutenu Macron, je pense. Mais elle essayait de faire une campagne politique, de mener un débat. Elle a fait des débats très courageux avec ses adversaires, tandis qu'Emmanuel Macron a déserté le champ politique. Donc c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas parlé du travail, du chômage, etc. Il était loisible à chaque candidat et à chaque candidate de faire de la question du chômage un sujet, un cheval de bataille. D'ailleurs, il y a eu des débats télévisés, nombreux, avec des porte-paroles. Je représentais le président sur certains d'entre eux. On n'a pas parlé de la question du chômage parce qu'il faut le dire, les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi bas que depuis 2017. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre au crédit du président de la République. On va refermer cette parenthèse-là. Après, Marlène Schiappa, pardon, mais de dire qu'il y a eu des débats, etc., on sait, et j'étais là pour le voir, à quel point c'était compliqué de monter des débats à partir du moment où Emmanuel Macron ne voulait pas y participer. Non, mais à partir du moment où Emmanuel Macron ne voulait pas y participer, donc les autres candidats disaient, vous êtes gentils, mais sans le président candidat, c'est compliqué. Je referme cette parenthèse et je retourne à l'Assemblée parce que vous avez été attaqué, durement attaqué ce soir, vous, le gouvernement, notamment par François Ruffin, qui est le chef de file des Insoumis face à ce projet de réforme des retraites. Écoutez-le, les mots sont costauds et on en parle juste après. Vous faites pitié. Oui, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés et monsieur le président ici absent, vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Bon, vous faites pitié, ça a été son anaphore pendant toute la durée de son intervention d'une dizaine de minutes. Mais il explique que vous êtes un danger pour la démocratie parce que vous êtes en train de porter une réforme dont le peuple ne veut pas. Non, mais pardon, mais là, on est dans... En fait, François Ruffin est un excellent showman. C'est un excellent tribun, un très bon orateur, mais il est sempiternellement dans la caricature. S'il a des propositions pour améliorer la réforme des retraites, il faut qu'il puisse défendre ses amendements et non pas en déposer 20 000 pour faire de l'obstruction parlementaire à dessein, en sachant très bien que les questions de pénibilité, qui, je sais, sincèrement, lui tiennent à cœur, puisqu'il s'était engagé sur le sujet, notamment pour les femmes de ménage, il faut qu'il permette au débat de se tenir. Et à cette question de la pénibilité d'être abordée un moment au cours du débat. Et pour cela, il doit retirer les milliers d'amendements que la NUPES a déposés dans le seul but de bloquer le débat parlementaire. Mais François Ruffin vous dit, si vous vouliez faire une réforme, il y avait plein d'autres réformes à faire, sur l'hôpital, sur l'école, etc., qui sont en train de tomber en lambeaux, c'est son expression, et pas forcément d'aller taper les petites gens, encore une fois, je le paraphrase, avec cette réforme des retraites. Mais vous pensez qu'on tape les petits gens quand on augmente le plancher de la retraite? Moi, je connais des femmes qui aujourd'hui gagnent
moins que le seuil de pauvreté alors qu'elles sont retraitées. Grâce à cette réforme, elles vont toucher le plancher de 1 200 €. Si elles ont une carrière complète, c'est quand même très important parce que ça touche pas beaucoup de gens. Vous avez raison, mais au SMIC. Ça veut dire qu'on parle là vraiment des personnes qui sont les moins rémunérées de l'échelle économique. Mais c'est rare en fait d'avoir une carrière complète au SMIC. Alors justement, c'est pour ça que par exemple sur l'apprentissage, aujourd'hui on va compenser ce temps-là. Sur les congés parentaux, c'était pas le cas avant. Aujourd'hui, une femme qui comme moi a pris un congé parental pour élever ses enfants, en fait c'est du temps qu'elle perd dans sa retraite grâce à cette réforme. Toutes les femmes qui ont pris quelques mois ou quelques années de congé parental pour s'occuper de leurs enfants, eh bien ce sera compensé et ça sera pris en compte dans leur On va rentrer dans le détail de ce qui va se passer pour les femmes dans une seconde, c'est promis. Mais Charles, quand même, est-ce que vous n'êtes pas déçu par ce qui se passe finalement sous Macron, qui était une promesse en 2017, chacun a pu voir un peu midi à sa porte, il y avait un programme déjà assez flou, mais il y avait une espèce d'idée générale de rassembler la droite et la gauche pour faire ensemble les choses bonnes pour le pays. Finalement, ce qu'on voit 5 ans plus tard, c'est que vous en êtes à aller chercher vos mesures sociales chez Ciotti. C'est les Républicains, c'est les Républicains et c'est pas la frange la plus gauchiste des Républicains qui vous permet d'amender votre réforme pour la rendre un peu plus sociale. Moi, ce que je vois de Macron, et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que vous défendez cette réforme sans y croire. Pourquoi est-ce qu'il a tant de mal à faire passer ce texte dans l'opinion ? C'est parce que peut-être qu'il n'est pas très légitime à demander des efforts aux Français les plus modestes. Peut-être qu'il a renvoyé depuis 5 ans et quelques l'image de quelqu'un qui finalement gouverne pour ceux pour qui ça va bien. Il a quand même quelque chose avec, un peu comme Trump d'ailleurs, avec les winners et les losers, Macron. Il aime s'afficher avec Mbappé, avec Justin Bieber, encore récemment avec Pharrell Williams. Mais on le voit pas beaucoup avec les femmes de ménage défendues par François Ruffin. Et tout ce qu'il fait finalement, c'est de leur faire passer une réforme qui, malgré tout, par quelques bouts qu'on la prenne, moi j'y suis d'ailleurs plutôt favorable parce que je suis libéral de droite, mais qui est quand même une réforme, en gros, socialement, on peut pas dire que ce soit un progrès cette réforme. Faut être clair, c'est une réforme qui est peut-être nécessaire, mais ça n'est pas un progrès social. Ce qu'on retient de Macron, ce qu'on retiendrait d'ailleurs, ses électeurs l'en remercient, ceux qui le soutiennent notamment financièrement, c'est la flat tax qui plafonne les impôts sur les revenus du capital et qui les décorrèle des impôts sur les revenus du travail, qui font que maintenant en France le capital est moins imposé que le travail. Il faut que Marlène Schiappa vous réponde. Donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient aujourd'hui de Macron, et je pense que c'est pour ça qu'il a tellement de mal à faire passer cette réforme. C'est parce que les gens se disent c'est encore une fois une réforme qui va être dure pour les faibles et qui va laisser les forts tranquillement à l'abri, ce qui a un peu été le cas depuis 5 ans. Bon, alors par où commencer ? Plusieurs choses. Je vais commencer par l'image du président de la République et ensuite j'irai sur les riches et les retraites, si vous me le permettez. Moi, j'ai rencontré, je n'étais pas avec le président de la République quand il a rencontré Justin Bieber, manifestement. J'imagine que ça fait partie du rôle de représentant du président de la République de rencontrer des personnalités. Personne n'a jamais reproché à Barack Obama ou à Justin Trudeau de rencontrer telle ou telle personnalité quand elle était en visite en France. C'est la première chose. Ensuite, Justin Bieber, franchement... mais pardon, je pense qu'il a passé peut-être... rencontre Vladimir Poutine. Ok, mais il vit pas avec Justin Bieber. Je pense qu'il a dû le rencontrer quelques minutes et faire une photo il y a quelques années. Vous dites qu'il n'a pas rencontré les femmes de ménage, rien n'est plus faux. Moi, j'ai fait pléthore de déplacements avec le président de la République depuis 7 ans maintenant. Nous sommes allés voir des femmes victimes de violences conjugales. Nous avons fait des débats avec des femmes gilets jaunes. Nous avons rencontré des femmes mères célibataires qui nous présentaient. Des femmes gilets jaunes. Bien sûr. Je les ai pas vues. C'était à Pessac. Vous voyez, il y avait des centaines de femmes gilets jaunes et c'est suite à ce débat où des femmes sont allées voir le président les yeux dans les yeux pour lui parler de leur budget et du fait qu'elles n'arrivaient pas à boucler leur budget pour élever leurs enfants. C'est suite à ça qu'avec le président, on a mis en place la question du reversement des pensions alimentaires pour qu'elles puissent payer leur budget et que les ex-conjoints mauvais payeurs puissent prendre leurs responsabilités en tant que père et subvenir aux besoins des enfants. Ensuite, sur la question de la retraite pour les riches. C'est pas pour les riches qu'on fait cette réforme. Vous savez, les gens qui sont très riches, ils n'ont pas besoin de la réforme des retraites. Quelqu'un aujourd'hui qui est millionnaire ou qui est milliardaire, il n'a que faire de savoir s'il va partir à 60 ans. C'est précisément pour ça que la gauche vous dit allez chercher des sous chez eux. Il est tranquille parce que ses impôts... Non, c'est pas vrai. La flat tax, la flat tax, c'est quand même... Je peux vous répondre ou jamais, en fait. Allez-y, Marlène Schiappa. Attendez, Charles. Que les Français sachent, la flat tax, c'est important. Ça plafonne les impôts du capital à 30%. Non, mais que les Français sachent aussi que cette réforme, préserver le taux d'imposition des héritiers Bettencourt, par exemple. Qui va pouvoir, au contraire, justement, bénéficier de cette réforme ? Ce sont toutes les personnes qui sont dans ces situations que j'évoquais. Par exemple, les gens qui sont en apprentissage. On en a parlé très rapidement, mais je vais y revenir parce que c'est fondamental.
aujourd'hui, parce que j'entends plein de gens dire le système aujourd'hui il est idyllique, il ne faut pas toucher au système tel qu'il est, etc. Rien n'est plus faux. Personne dit ça. Hein. Ah si, moi j'ai entendu des gens, je ne dis que vous l'aviez dit, mais j'ai entendu des gens dire il faut préserver le système tel qu'il est aujourd'hui, il ne faut pas y toucher. Oui, mais ni la NUPES, je vous donne un exemple. Hein. Moi je vous donne un exemple sur les syndicats par exemple qui m'a beaucoup choqué, vous voyez. La CGT a beaucoup pris parole et pris position sur la question de la situation des femmes à la retraite. Je découvre sur les réseaux sociaux que Adrien Quatennens vient de recevoir un diplôme d'honneur décerné par la CGT. À quel titre ? Ça m'a vraiment choqué. Et je considère que quand on voit les tables de concertation dans lesquelles c'est une section de la CGT. Ah non, je ne défends pas Adrien Quatennens, mais c'est une section de la CGT. Enfin, je veux dire, c'est pas la CGT, hein, c'est la section de la CGT. Je n'ai pas entendu. Je sais pas où. J'entends ce que vous me dites, mais je n'ai pas entendu les leaders nationaux de la CGT désavouer ce diplôme. Mais la CGT, c'est pas un mouvement pyramidal avec une démocratie centrale. Hein. Enfin, j'entends, mais il y a des porte-paroles de la CGT. Il y a une grande histoire importante de la CGT, notamment pour les femmes. C'est la CGT qui a financé les premiers accouchements sans douleur. Adrien Quatennens qui était notamment dans l'hémicycle aujourd'hui. Voilà. Et donc tout ça pour dire que je ne jette pas l'opprobre sur la CGT, mais j'étais très déçue de cela. Et sur ce sujet, je veux dire que moi, j'ai vu pléthore de réunions dans lesquelles vous avez une seule femme autour de la table sur les retraites, et cette femme, c'est la première ministre, c'est Elisabeth Borne. Et autour d'elle, vous n'avez que des hommes représentant des syndicats salariés. Donc moi, j'appelle aujourd'hui les syndicats à mettre à l'agenda des négociations la question de l'égalité salariale, la question de l'égalité des carrières, la question de la répartition des responsabilités femmes-hommes. C'est Emmanuel Macron qui a allongé le congé paternité, par exemple, pour permettre aux hommes de s'occuper de leurs enfants, ou qui a fait le congé maternité pour toutes les femmes. Muriel Guilbert est co-secrétaire de Sud Solidaire. Enfin, non, parce que c'est pas la seule. Muriel Guilbert est co-secrétaire nationale de Sud Solidaire, donc elle est présente à toutes les réunions. Enfin, je veux dire, elle est dirigeante en fait d'un syndicat de salariés. Alors moi, j'ai vu beaucoup de photos sur lesquelles elle ne figurait pas, et je pense que quand elle vient et on la salue, je pense que c'est la deuxième femme avec Elisabeth Borne. C'est quand même pas assez. Vous parlez des syndicats demain, 3e journée de mobilisation. Il y aura des manifestations partout en France, de l'Opéra à Bastille à Paris. Regardez les prévisions de trafic. Il y a une grève à la SNCF à partir de demain. Donc TGV Inouï, enfin demain et mercredi en partie. TGV Inouï, vous voyez un train sur 2. Puis il y aura des perturbations également sur les différentes lignes du Transilien en région parisienne. Les prévisions du RER, très compliquées aussi. Ce sera encore compliqué. Et la même chose pour la RATP et les lignes de métro. Ce sera à peu près normal pour le bus et le tramway pour ce qui est de Paris. Pauline, vous avez parlé cet après-midi avec un des leaders du mouvement du côté de la SNCF, c'est Fabien Villedieu. Effectivement, Fabien Villedieu qui se dit très confiant à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation. Il dit qu'il faudra attendre samedi pour toute cette séquence de manifestations, de mobilisation et de grève pour voir la réussite du mouvement. Mais il a voulu s'adresser à vous également, Marianne Schiappa, et à votre gouvernement. Il se demande pourquoi est-ce que vous vous obstinez avec un texte qui reçoit l'hostilité de tellement de Français. Écoutez. Aujourd'hui, vous faites une nouvelle réforme qui va affaiblir la population française parce que voilà, aujourd'hui, c'est une chance qu'on a en France de pouvoir partir à un âge à peu près raisonnable, c'est-à-dire 62 ans, et qu'il faut écouter les gens. Enfin, les politiques, s'ils n'écoutent pas les gens, j'ai même l'impression que c'est une valeur cardinale de ne pas écouter, d'être droit dans ses bottes, de faire des mesures impopulaires, mais c'est un truc de dingue ça. Donc s'ils sont un peu raisonnables, parce que quand on est raisonnable, on écoute les gens, et quand on écoute les gens, on revient sur une réforme qui aujourd'hui est largement rejetée par la population. Donc en clair, il vous accuse en fait de vouloir passer en force et de ne pas écouter les Français. Comment fonctionne la démocratie ? Il y a des élections. Au moment des élections, il y a un programme et les candidats présentent leur programme. Le président de la République a présenté son programme et il tient ses engagements. Ensuite, au-delà de la question de tenir ses engagements, et moi je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais moi je crois que c'est important de tenir ses engagements quand on a été élu sur un programme. Au-delà de cette question, il y a une démocratie parlementaire. Aujourd'hui, il y a des parlementaires, il y a des députés. Et donc cette réforme, elle est discutée. Ça fait 4 mois que la Première ministre mène des négociations avec les syndicats. La réforme, elle a bougé entre le moment où elle a été présentée et le moment où elle est aujourd'hui en débat à l'Assemblée. Et je suis persuadée qu'elle peut encore être améliorée. Et qu'il y aura encore des bougées parce que les parlementaires vont faire des propositions et qu'au final, le vote est souverain. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Alors attendez, une chose, on a un compteur désormais sur BFM TV. Je ne sais pas si vous avez vu ça depuis ce matin. Pour voir si vous aurez une majorité à l'Assemblée pour voter ce texte. On va regarder le compteur. Ce soir, on est à 185 députés. Certains de voter la réforme. La majorité est estimée à 287 députés. Ça peut bouger en fonction des abstentions, etc. Okay. Mais pour l'instant, on est à 185. Vous avez les numéros de téléphone ? Certains. Je les appelle. Alors, je pense que vous les avez. Ce sont des députés, certains de voter, c'est-à-dire soit qui en ont fait part publiquement, soit que nous avons appelé pour savoir exactement qui allait voter quoi.
quoi? Vous aurez une majorité? Vous êtes certain d'avoir une majorité à la fin pour ce texte? Je pense que nous aurons une majorité, oui. D'abord parce qu'il y a une question de cohérence. Moi, j'ai tout à fait confiance dans les parlementaires de la majorité, de tous les groupes de la majorité, c'est-à-dire Renaissance, mais aussi le MoDem, Horizon et d'autres qui ont été élus sur ce programme-là, sur ce projet. Mais je rappelle que les parlementaires de LR ont aussi été élus sur ce programme. Sur ce projet, mais je veux finir là-dessus. Dans le programme des députés LR, il y avait la retraite et même au-delà, merci de le rappeler, au-delà à 65 ans. Donc je pense que mais qu'est-ce que vous faites quand même, Madame Schiappa, quand même bien sûr, LR, c'est 65 ans, etc. Moi, si je faisais demain cette réforme, 65 ans direct. Et peut-être même plus. Je pense que la France a un problème avec le travail, mais d'ailleurs, votre gouvernement a passé certaines administrations à 4 jours de travail par semaine. Alors non, il y a une expérimentation très minime. Elle envoie un bon message, cette expérimentation. Pour concentrer le travail. Oui, bien sûr. Je demande à voir. Moi qui, en tant qu'avocat, suis régulièrement en contact avec des administrations, si on commence à autoriser 4 jours par semaine de travail, notre pays va tourner vraiment mieux. Mais ça, c'est le en même temps. Je vous laisse répondre à ça. Non, mais pardon, mais ça, c'est le en même temps. Je ne peux pas tout prendre. Pablo peut s'en charger. Pablo répondra ça, c'est le en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, vous augmentez l'âge de départ à la retraite et de l'autre, vous mettez des fonctionnaires à 4 jours de travail par semaine dans un pays qui déjà tourne au ralenti. Mais c'est très bien. C'est sûr que là, on est 65 ans chez LR. 65 ans chez LR. Qu'est-ce que vous faites des insoumis, des électeurs de gauche, je me fais un peu leur porte-parole, mais parce que j'ai une pensée pour eux, qui sont allés en se bouchant le nez voter pour Emmanuel Macron, leur avait, je veux pas faire des réquisitoires contre lui, mais qui leur a infligé des choses dures pendant son quinquennat, des violences policières dans les manifestations. Oui, pendant les manifestations, oui, des yeux crevés et des mains arrachées. Ah bon, je vous invite à venir. Vous savez, moi, j'ai travaillé 2 ans au ministère de l'Intérieur auprès des policiers et des gendarmes qui risquent leur vie tous les jours. Ça n'existe pas, les violences policières, Mme Schiappa? Ça n'existe pas, les violences policières? Je ne souscris pas au terme violence policière. Ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis que je ne souscris pas au terme. Dites que vous ne souscrivez pas. Qu'est-ce que c'est que cette langue de bois? Est-ce que je peux finir une phrase? Non, mais c'est juste de la nuance. En fait, on ne peut avoir aucun raisonnement. Il faut être d'accord avec lui. Si on n'est pas d'accord, c'est nul, on n'a pas le droit de développer. Pardon de vous dire que c'est décevant parce que je peux pas. Alors attendez, je pense que vous étiez une femme politique moderne et en fait, vous vous reniez sur les retraites et vous venez m'expliquer, comme les plus obtus de chez LR, qu'il n'y a pas de violence policière. Dans toutes les démocraties du monde, dans tous les États du monde, il y a des violences policières. Marlène Schiappa vous répond ça. C'est une émission spéciale, Charles Consigny. Non, allez-y, Marlène Schiappa. Non, mais allez-y, dites-moi. Je vous remercie. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans au ministère de l'Intérieur et j'ai accompagné des policiers et des gendarmes dans des situations extrêmement difficiles. Bien sûr. J'ai fait un nombre incroyable d'enterrements de policiers ou de gendarmes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Je sais à quel point quand ils regardent la télévision ou quand leurs enfants qui sont parfois insultés à l'école, quand ils disent mon papa est policier, je sais à quel point quand ils entendent ce type de débat, ça peut être extrêmement difficile pour eux. Mais ça c'est démagogique. Moi je veux pas, en tant que responsable politique, je veux pas tenir un discours. C'est de la démagogie, Madame Schiappa. Non, c'est pas de la démagogie, c'est la réalité. Vous savez bien, bon bref. C'est la réalité. Si vous aviez passé 2 ans au ministère de l'Intérieur, vous diriez exactement la même chose. Ce que vous dites, c'est de la démagogie. Sur les retraites, c'est décevant de la part de quelqu'un qui prétend être une femme politique. Alors honnêtement, moi je trouverais ça jamais décevant de soutenir les policiers et les gendarmes. J'en suis très fière. Moi je soutiens, mais vous continuez dans votre démagogie. Parce que moi je ne les soutiens pas. Parce que moi je ne les soutiens pas. Moi je soutiens les policiers. Moi je soutiens les policiers et les gendarmes, mais j'aimerais qu'on vive dans une démocratie saine dans laquelle il n'y a pas ce type de violence policière qui existe en France comme elles existent dans tous les pays du monde, Madame Schiappa. Les retraites, s'il vous plaît. Une question sur les retraites, Charles. Policier, c'est le corps de métier le plus sanctionné. Quand un avocat, un journaliste, sur les retraites, s'il vous plaît, Charles. Qu'est-ce que vous faites? Non, on a compris sa question, c'est qu'est-ce que vous faites de ma voix? Est-ce que je peux répondre à la NUPES? J'ai voté pour vous. Exactement. Attendez, on comprend. Les gens de gauche qui ont voté pour Macron, vous dites qu'il a une légitimité électorale sur cette réforme. C'est la démocratie. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui simplement pour ne pas avoir Marine Le Pen au pouvoir. Alors attendez, c'est complété par Pablo. Parce que c'est mon cas. Moi, j'ai voté à gauche au premier tour et au deuxième tour, j'ai voté pour Emmanuel Macron en me bouchant le nez, exactement comme l'a dit Charles, uniquement pour faire battre Marine Le Pen et pour faire battre l'extrême droite. Exactement, comme beaucoup de gens qui ont fait l'électorat de la NUPES au premier tour. Ça s'appelait pas la NUPES à l'époque, mais enfin, ce qui est devenu la NUPES.
Qu'est-ce que vous faites de nous? Qu'est-ce que vous nous dites? Vous essayez de me persuader que c'est une réforme de justice sociale ou je ne sais quoi. D'autant plus qu'ensuite, Emmanuel Macron, votre parti, n'a pas remporté les élections législatives. C'est quand même pas de majorité, important pour signaler, il n'y a pas de majorité. Allez-y, répondez, Marlène Schiappa. Je vais répondre aux deux questions. D'abord, pardon de le dire, mais on a remporté les élections législatives. Nous n'avons pas de majorité absolue, mais nous avons une majorité quand même. Nous ne sommes pas en minorité aujourd'hui au Parlement. Le gouvernement n'est pas empêché, ce n'est pas notre première loi. Depuis la réélection du président Emmanuel Macron, nous avons passé le budget, nous avons passé un certain nombre de lois, de réformes, de grandes transformations même pour le pays grâce à cette majorité qui a voté. Ensuite, moi j'entends parfaitement ce que vous dites et j'entends des gens qui me disent nous avons voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite et nous ne soutenons pas cette réforme des retraites. Ces gens, nous les entendons. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu autant de concertations. Moi, vous savez, je suis blessée pour Elisabeth Borne quand j'entends des gens dire qu'elle serait brutale, qu'elle n'aurait pas concerté, alors que toute sa vie, elle a été la chantre du dialogue social et qu'elle a concerté. Elle l'a montré d'ailleurs en tant que ministre du Travail. Elle a passé des réformes courageuses grâce à sa négociation. Aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'elle rencontre quasiment quotidiennement des syndicats, des porte-paroles des syndicats, avec Olivier Dussopt, le ministre en charge de la réforme. Il y a des améliorations. Regardez, pendant le premier quinquennat, nous travaillions sur une réforme et nous avions toujours cette idée de plancher, mais il était à 1 000 €. Il est passé aujourd'hui à 1 200 €. Elle a dit encore dans le JDD ce week-end qu'elle était prête à encore de nouveau bouger, à encore entendre, à encore... On y va sur les bougets? Sur ces sujets, allons-y. On y va sur les bougets. J'en ai un pour vous ce soir. Dans le JDD donc, ça concerne les carrières longues. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce mot, les bougets? Les bougets. Oui, c'est vrai. On a vu apparaître à l'occasion de cette réforme. Oui, c'est vrai. Qui s'est généralisée. On va dire il y a un mouvement. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que ce soit 100% validé par l'Académie française. Un bouger, un donné. On ne va pas non plus lancer un débat là-dessus ce soir. Charles, s'il vous plaît, on ne peut pas tout débattre. La flat tax, c'est pas non plus dans l'Académie française. Mais alors attendez. Donc, les carrières longues. Hier, dans le JDD, Elisabeth Borne dit ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront aussi partir à 63 ans. Absolument. Ça veut dire que pour eux, il n'y aura pas de durée de cotisation de 44 ans. On va rester à 43 pour eux aussi. Coût entre 600 millions d'euros et 1 milliard, jusqu'à 30 000 personnes concernées par an. Sauf que ça ne suffit pas. Aurélien Pradié, député des Républicains, veut plus. Lui voudrait, écoutez bien, et vous avez besoin des voix des LR, lui voudrait que tous ceux qui ont cotisé ne serait-ce que un trimestre avant 21 ans, et je suis sûr que dans ceux qui nous regardent ce soir, il y en a beaucoup, tout cela puisse partir avant 64 ans. On l'écoute. Je cherche en effet, depuis l'origine, à faire en sorte que ceux qui vont être les perdants injustes de ce dispositif puissent être sauvés. C'est cela que je recherche constamment. L'amendement que nous avons proposé, il est dans cet objectif. Je me battrai jusqu'au bout. Je n'ai claqué aucune porte. Je continuerai à discuter avec une absolue détermination et fermeté. C'est peut-être ce qui me différencie de certains de mes collègues, mais je l'assume. Voilà, Aurélien Pradié veut prendre en compte vraiment toutes les carrières longues et pas simplement saupoudrer. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Plusieurs choses sur le fond et sur la forme. Je vais faire un peu de politique si vous me le permettez. Allez-y. Aurélien Pradié s'est présenté aux élections internes des Républicains qu'il n'a pas remportées. Aujourd'hui, Aurélien Pradié n'est pas le président du groupe Les Républicains. Le président, c'est, monsieur le député, Olivier Marleix, qui lui-même... Et ça, c'est leur problème. Non, c'est pas leur problème, parce que ça veut dire que quand le président du groupe LR s'exprime, il engage son groupe. Quand Aurélien Pradié s'exprime, avec tout le respect que j'ai pour lui, il s'engage, lui, personnellement, en tant que député. C'est important de le dire, parce qu'on dirait qu'il y a une confusion quand on l'entend parler. On a l'impression que c'est le porte-parole de tous les LR et qu'il engage, du coup, le groupe Les Républicains. Ce n'est absolument pas le cas, je tiens à le rappeler. Il y a une liberté de vote, il y a une liberté de vote. Bien sûr, les Républicains pour tous les députés. Mais sur le fond, simplement, lui... C'est pas que sa voix, parce qu'il est suivi par un certain nombre de députés LR. Vous avez raison. Nous verrons, pour l'instant, il y a un débat interne entre lui et le président du groupe LR. Nous verrons s'il y a un esprit de corps, un esprit de groupe chez les députés. Attendez, sur le fond, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin que ce bouger d'Elisabeth Borne et à dire, pour tous ceux qui ont commencé ne serait-ce qu'un trimestre à bosser avant 21 ans, il y aura un départ avant 64 ans? Sur le fond, de quoi parle-t-il? Il parle des jobs d'été. Alors, pardon, mais je crois qu'il y a une énorme confusion. Quand on parle de carrière longue, on parle des personnes qui ont commencé à travailler en apprentissage, des personnes qui ont commencé à travailler à 16 ans, qui ont fait des métiers difficiles, peu qualifiés, physiques, qui sont éprouvés physiquement, qui sont épuisés par leur métier. C'est pas la même chose que de travailler 2 semaines en job d'été quand on est étudiant à HEC. 2 semaines, vous validez pas un trimestre. Non, un mois, vous validez. Non, mais 2 semaines par vacances. Mais peu importe, en fait, c'est pas la même chose. Je suis désolée, un étudiant à HEC qui fait un job d'été et quelqu'un qui est couvreur ou qui est ouvrier du BTP depuis l'âge de 16 ans, ils n'ont pas le même niveau de pénibilité. Donc moi, parce que je veux faire une réforme de justice, je veux plus pour ceux qui ont moins. Et je veux que cette réforme, elle protège davantage les plus fragiles.
fragiles. Voilà. Mais alors les plus fragiles, par exemple, on va rester sur les carrières longues et après on va avancer, on a d'autres sujets ce soir, mais ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, ce sera 43 ans de cotisation ou 44 pour eux? Parce qu'on a bien compris qu'avec Elisabeth Borne, ceux qui ont commencé entre 20 et 21 ans, OK, ce sera avant 44, ils auront 43 années de cotisation. Mais ceux qui ont commencé avant, comment ça va se passer pour eux? Ça, la suite du débat parlementaire va nous le dire. Moi, je ne veux pas vous dire le débat est important, tout sera voté, les amendements seront discutés, et là, arriver avec la réforme ficelée comme si on venait de la voter. Donc, je vais poser ma question différemment. Il y a bien à la fin de la réforme, il y a bien des Français, et notamment parmi ceux qui nous regardent, qui devront cotiser 44 ans. Il y en aura. Alors, il y a certains Français qui vont cotiser plus, et oui, c'est le sens de la réforme que de partir un tout petit peu plus tard, mais je le disais tout à l'heure, tout ça est très progressif. Et regardons la situation telle qu'elle est aujourd'hui. La moyenne aujourd'hui, la médiane ou la moyenne, je ne sais plus, c'est 63 ans et quelques mois. On va arriver à 64 ans. On n'est pas dans un effort terrible. Et surtout, ce que je veux préciser, c'est que ceux qui vont faire le plus d'efforts, ce sont ceux qui ont des professions intellectuelles, des professions moins fatigantes. Vous savez, j'ai l'heure de croire que lorsqu'on est éditorialiste ou responsable politique ou qu'on travaille dans l'administration, je m'inclus dedans bien évidemment, ou écrivain ou autre, on a des métiers qui sont moins pénibles et moins fatigants et qu'on peut partir plus tard à la retraite que quand on est ouvrier du BTP ou quand on est assistante maternelle ou aide-soignante, par exemple. Oui, je venais de dire un mot qui est important, là, le sens de la réforme. Mais est-ce que c'est pas ça le gros problème, en fait? On a du mal à comprendre quel est le sens de cette réforme. Qu'on soit pour le départ potentiellement à 64 ans, on a du mal à comprendre où vous voulez aller. Aujourd'hui, on a entendu Gabriel Attal nous dire que s'il n'y avait pas de réforme, c'était la faillite, alors que c'est pas forcément l'explication qu'on a eue du Conseil d'orientation des retraites. On nous a dit que c'était une réforme pour la justice, pour les femmes, puis on a découvert que finalement certaines d'entre elles allaient travailler proportionnellement plus finalement que les hommes. Puis tout d'un coup, Gérald Darmanin notamment nous a dit que non, tous ceux qui étaient contre cette réforme, c'était qu'ils étaient paresseux, qu'ils n'étaient pas pour la valeur travail. Donc vous comprenez que les Français, je ne parle pas de nous ici sur ce plateau, mais que les Français aient du mal à comprendre le sens en fait de cette réforme. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de partager notre point de vue. D'abord, sur le rapport du corps, moi, je l'ai lu. Je suis partie de ces quelques personnes qui l'ont lu intégralement. Et honnêtement, j'en ressors une conviction, je vais être très honnête avec vous. Ma conviction à la lecture du rapport intégral, c'est qu'en fait, on peut faire dire un peu ce qu'on veut à ce rapport. C'est un rapport qui dessine différents scénarios d'avenir pour l'équilibre du système tel qu'il est, qui fait des projections, qui tâche de faire de la prospective à 5 ans, 10 ans, 50 ans. Et donc, en fait, finalement, chacun se revendique aujourd'hui du rapport du corps. Moi, c'est pas ça que c'est bien, c'est ce qu'on appelle l'avenir. C'est la prospection, on ne sait pas en fait comment ça va se passer, mais vous savez que ça va être la faillite. Si on continue comme ça. C'est pas ce que je vous dis. Moi, ce que je vous dis, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne me réfère pas au rapport du corps. En revanche, mais le président du corps, il s'y réfère à ce rapport. Et c'est lui-même qui dit... C'est normal, c'est son rapport. D'accord, mais... Ce serait étonnant qu'il vous dise, mon rapport, il est moyen. Excusez-moi, on peut quand même lui faire confiance quant à ce que lui comprend de ce rapport. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à je ne sais quelles interprétations. Chacun fait l'exégèse, c'est la Bible. Et vous avez autant de chapelles que vous avez de textes. C'est mon point de vue personnel. J'ai le droit d'avoir un avis personnel. D'accord. Il faut des théologiens en fait maintenant pour faire des réformes de. Mais ce qu'il dit, c'est que là on a le prophète. Le président du corps, c'est le prophète. C'est-à-dire que lui, il connaît la bonne interprétation. Je pense que je suis partie dans une mauvaise métaphore. Revenons donc au sens de la réforme. Si vous me permettez, je reviens à votre question, chère Pauline. Moi, je pense qu'il y a deux sens primordiaux à cela. D'abord, moi, je pense que Gabriel Attal a raison. En fait, il le dit peut-être avec des termes un peu forts, mais il a raison de le dire pour marquer les esprits. La réforme ou la faillite tout à l'heure. En fait, à terme, nous, si on veut être attaché à ce système par répartition, donc de solidarité intergénérationnelle, qui fait que les actifs cotisent pour les retraités, qui nous est hérité de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, je pense que si on veut vraiment sauver et préserver ce système, il est important, oui, de le transformer. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que le système tel qu'il est aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il est profondément injuste. Il est injuste pour les femmes, il est injuste pour les personnes qui ont des carrières hachées, il est injuste pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Donc nous tâchons de corriger. Oui, mais là, Madame Schiappa, pardon, mais vous avez une capacité à faire de la communication qui est quand même. Mais je vous remercie. Qui est quand même sensationnel. Non, mais vous avez une reconversion possible. C'est mon métier d'origine. Vous auriez travaillé pour les fabricants de tabac, vous auriez expliqué que les cigarettes sont bonnes pour la santé. Non, je ne fume pas. Non, mais c'est magique d'entendre ça. Je sais pas, vous pouvez faire du greenwashing. Enfin, vous avez une capacité à dire le contraire des choses qu'elles sont. Pardon. D'ailleurs, on vient de lancer un observatoire de la communication à impact positif pour soutenir les entreprises. Oui, mais là, on s'éloigne. Là, on s'éloigne. Non, mais on parle de greenwashing. Je sais que Charles s'éloigne aussi, mais... Non, mais je ne m'éloigne pas. Il y a un sujet. Vous nous expliquez qu'en gros,
c'est plus juste après cette réforme. Absolument. Non, pour quelqu'un qui gagne mal sa vie, pour quelqu'un qui gagne mal sa vie, ça n'est pas plus juste. Faut choisir en fait. Soit on a un problème en France sur les salaires. Les salaires en France sont faibles. Sauf erreur, moi j'ai pas vu des réformes transcendantes du gouvernement pour essayer d'augmenter les salaires. C'est pas vrai. D'augmenter le pouvoir d'achat, la taxe d'habitation supprimée, c'est quand même toutes les personnes qui sont les plus en difficulté. Je vous parle d'augmenter les salaires, justement, de pas faire des chèques, etc. Ce qu'on fait en réalité en France, c'est qu'on fait des chèques comme le chèque carburant, le chèque inflation. Supprimer des impôts, ça doit vous plaire en tant que libéral. Tout à fait, mais pas forcément des impôts comme la taxe d'habitation. C'était difficile. Absolument. Mais on crée des systèmes pour permettre en fait aux salaires d'être faibles en France, pour permettre aux entreprises de mal payer les gens. On crée le chèque inflation, le chèque énergie, etc. C'est ça que vous faites. Et donc forcément, pour quelqu'un qui est mal payé, il y a d'autres avantages en France qui permettent de supporter cette situation. Donc il y a notamment le fait de partir un peu tôt à la retraite, il y a le fait d'avoir la santé gratuite, il y a le fait d'avoir encore peu ou prou une école correcte, mais c'est quand même de moins en moins vrai pour ses enfants. Il y a le fait d'avoir des transports publics qui fonctionnent à peu près, c'est de moins en moins vrai aussi c'est une compétence régionale. Et donc, si vous voulez, avec Macron, c'est un peu la double peine pour ces gens-là, justement. Pour les gens qui ont besoin de justice, c'est-à-dire qu'à la fois, ils restent mal payés, parce qu'en réalité, rien n'est fait pour augmenter leur salaire. Et en plus de ça, ce qu'ils avaient à côté et qui leur permettait de supporter ce quotidien difficile, peu à peu, c'est raboté aussi. Non, mais ça, c'est pas vrai. Qui se passe sous c'est Macron. entièrement faux. D'abord, tout à l'heure, on a balayé la question du plein emploi et la question de l'emploi, mais en fait, nous, notre volonté, et pourquoi nous croyons à la valeur travail, et c'est un débat que nous avons déjà eu ici, mais pourquoi nous y croyons? Parce que nous croyons à l'émancipation de chaque individu. Et moi, je crois, comme Simone de Beauvoir, qu'il est fondamental que chaque homme et chaque femme puisse gagner sa vie, puisse avoir un vrai travail, un vrai salaire, et c'est toute la philosophie politique du président Emmanuel Macron, de dire que nul n'est inemployable et de faire en sorte que chacun puisse trouver du travail pour vivre décemment de son travail. Donc ce que vous dites est totalement faux, de dire que nous maintenons les gens dans une dépendance. Au contraire, nous voulons que chacun puisse travailler, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa résidence, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa couleur de peau. C'est la philosophie du président de la République, le travail. Attendez, un autre moment à l'Assemblée ce soir, Sandrine Rousseau, qui répondait d'une certaine manière à ce que vous dites ce soir, la faillite ou la réforme, ou la réforme ou la faillite, c'est ce que disait aussi Gabriel Attal. Voici la réponse de Sandrine Rousseau à l'Assemblée. Au nom de quoi force-t-on les gens à travailler toujours plus ? Il n'y a aucune urgence, il n'y a aucune nécessité économique, aucun impératif social, rien. Ou plutôt si, une seule chose, un seul impératif, une seule obligation, aller chercher le point de PIB avec les dents, avec une armée de travailleurs et travailleuses, quoi qu'il en coûte, sur nos corps et nos vies. Le PIB, le PIB, le PIB. Jared Diamond posait cette question dans son livre « Effondrement ». À quoi penser celui qui a coupé le dernier arbre de l'île de Pâques ? Le PIB, le PIB, le PIB. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous allez chercher avec cette réforme. C'est ce que vous dit Sandrine Rousseau ce soir. Non, mais pardon, mais là, on est dans la caricature sur le fond comme sur la forme. On déborde complètement du sujet et on est vraiment dans une espèce d'énorme caricature. Comment vous voulez que je réponde à ça? Sandrine Rousseau, elle est censée être économiste à la base. On pourrait attendre de sa part un discours d'économie, en fait, tout simplement construit avec des arguments. Là, c'est absolument pas le cas. On est dans une espèce de caricature. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de proposition non plus. D'ailleurs, il y a une dénonciation permanente avec le cri et la fureur. Il n'y a pas de proposition. Moi, quand je vais voir des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, qui ont 68 ans et qui font du cumul emploi-retraite, j'y vais pas pour leur dire Macron est gentil ou Macron est méchant. J'y vais pour leur dire voilà ce qu'on vous propose. Et je déplore que toutes les oppositions ne soient pas aujourd'hui dans cet état d'esprit de dire voilà ce que nous proposons et voilà comment nous allons agir. Ce que vous proposez, ce que vous dit Sandrine Rousseau, c'est que c'est une mesure d'économie. Vous faites des économies. Que propose-t-elle dans ces cas-là pour améliorer la situation de ces personnes? Moi, c'est la vie des gens qui m'intéresse. Et c'est comment ces gens gardent une dignité, comment ils bouclent leur budget à la fin du mois, comment ils ne doivent pas choisir entre se soigner ou aller voir leurs petits-enfants pendant les vacances. C'est ça. Attention, Antonin André vient d'arriver sur ce plateau. C'est que l'économie, bonsoir. L'économie, ce ne sont pas que des chiffres. Et en réalité, c'est ce dont on a l'impression, c'est qu'Emmanuel Macron réforme le pays et prend cette réforme des retraites comme une réforme économique, comptable, alors que précisément,
Un pays, ça ne se gouverne pas juste moi, avec des chiffres et des équations. Gens depuis tout à l'heure. Non, les gens aujourd'hui, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ils demandent juste, comme le disait François Ruffin, ils veulent vivre de leur travail, ce qu'ils n'arrivent pas à faire aujourd'hui. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça n'est pas la réponse que vous apportez. Stricto sensu ce que je viens de dire. Oui, mais ça n'est pas la réponse que vous apportez. Bien sûr que si, vivre de son travail. Toutes les politiques d'Emmanuel Macron visent justement à faire en sorte que chacun soit une femme. Toutes les politiques publiques, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. Toute la politique du premier quinquennat visait à dire que nul n'est inemployable et que même une personne en situation de handicap peut, grâce au développement des ESAT et grâce au développement des ateliers d'insertion, trouver un travail, être émancipé. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que ça, c'est concret, pardon, mais je pense qu'il y a une méconnaissance de la situation des personnes en situation de handicap dans ce pays. On considère que c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas employables. Je peux prendre un exemple. Allez-y. Dans une autre émission, on a eu au téléphone au moment du chèque carburant, une auditrice qui travaillait chez Leclerc, la chaîne de supermarchés. Elle avait un contrat de 30 heures par semaine qui lui était imposé par cet employeur. Elle était rémunérée 1 100 € par mois et elle se levait à 5 heures du matin pour aller travailler chez Leclerc. La grande distribution, c'est un secteur qui est extrêmement florissant, extrêmement rémunérateur, qui a produit parmi les familles les plus fortunées du monde. Mais madame la salariée, elle se lève à 5 heures du mat pour gagner ses 1 100 €. Et que fait le gouvernement? Il lui donne un chèque carburant pour lui permettre de faire face à l'augmentation du prix de l'essence qui lui permet... Oui, alors on n'a pas encore nationalisé les magasins Leclerc. Alors, c'est ça votre réponse. Mais oui, bien sûr. Mais pardon, mais on parlait d'économie tout à l'heure. Mais ce salaire... Je vais vous répondre. D'abord, Leclerc, c'est des coopératives, donc ils font partie aussi de l'économie sociale et solidaire, je veux le dire. Oui, là, c'est social et solidaire. Leclerc, c'est une coopérative. 1 100 € par mois, c'est social et solidaire à la fois. C'est une coopérative, donc il y a de la redistribution des bénéfices. Je veux également dire là, on la voit, la redistribution, 1 100 €. Pardon, mais je peux parler de temps en temps. Allez-y, allez-y. J'ai l'impression d'avoir une présentatrice du journal nord-coréen. Essayez de sortir de vos éléments de langage. Vous m'avez invité, je vous dis bravo Charles. Allez-y, Marlène Schiappa. Allez-y. Je vous écoute, mais c'est assez facile. Mais j'écoute. J'aimerais donner 2 arguments si c'est possible et si je peux faire 2 phrases d'affilée sans que Charles ne m'interrompe. La première chose, parce que ça me semble important de le dire, on crache souvent sur la grande distribution. Pendant le confinement, la grande distribution a mis gratuitement à disposition des espaces pour qu'on puisse, avec des associations, accueillir des femmes victimes de violences conjugales. Je ne suis pas plus longue là-dessus, mais ça me semblait important de le dire et de leur rendre hommage là-dessus. Ensuite, vous qui dites que vous êtes un libéral, comment vous pouvez demander... Vous êtes marxiste en réalité, vous n'êtes pas du tout libéral. La justice. Vous êtes pour une intervention de l'État dans l'économie et pour une... Mais si Pablo, soutenez-moi. Vous êtes un marxiste, vous voulez que l'État intervienne dans l'économie et fasse la régulation des salaires. Je veux qu'on augmente les salaires des Français, mais pas par la loi, il y a beaucoup de choses à faire. Si c'est pas par la loi, pourquoi vous en moi, je vais vous donner des idées puisque visiblement vous en manquez. Une idée, Charles, une idée. Il faut qu'on avance. Visiblement, mais pardon, c'est extraordinaire. Je vous ai simplement demandé. Mais moi aussi, je peux hausser le ton et parler pendant que vous parlez. Il n'y a aucun moment où pendant les conventions collectives ou pendant les NAO, les partenaires sociaux ne mettent la question des hausses des salaires et de la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la table. Parce qu'il y a un beau moyen d'augmenter 25%, 50% de la population immédiatement, c'est d'aligner les salaires des femmes sur les salaires des hommes. À ce stade, personne ne le propose, alors que c'est dans la loi et alors que les entreprises sont sanctionnées pour cela. Donc si vous êtes marxiste, Charles... Mais c'est pas ça, vous voyez, votre démagogie est stratosphérique. C'est pas une démagogie. Vous êtes à un niveau de démagogie qui est juste stratosphérique. Alors dites-moi comment on régule les salaires. Mais c'est pas réguler les salaires, d'abord. C'est ce que vous dites qu'on doit augmenter les salaires. Mais non, c'est pas réguler les salaires. Je vous dis que ce qu'on attend... Pablo, je peux pas faire votre travail. Soutenez la gauche. Vous essayez... vous essayez de vous en sortir par... Un exemple. Charles, donnez un exemple. Faut qu'on avance. Oui, mais ce numéro de claquette est un peu pathétique. C'est pas un numéro de claquette et je vous permets pas d'avoir des ça n'est pas surprenant parce que le macronisme n'est qu'un vaste numéro de claquette. Mais vous faites 60% de vos interventions, c'est des jugements de valeur. Je vais vous donner... Vous êtes plus intelligent que ça. Vous valez mieux que des jugements de valeur sans Pierre. À la hauteur de vos éléments de langage. Un exemple, mieux représenter les salariés dans les conseils d'administration. C'est un exemple parmi d'autres qui permettrait, mais que jamais... Qu'il a lu chez Piketty. Mais qui est une idée qui est très largement répandue, que les salariés soient mieux représentés, puisque on a vous êtes pour le l'exemple. dialogue. Dans les conseils d'administration, on a l'exemple. Pression pour que les salaires des gens augmentent et qu'ils ne soient pas sans cesse... On a l'exemple et on avance, pardon. On avance parce que... j'étais contre ça. Bon, voilà, ça c'est dit. Il faut qu'on parle des femmes dans le détail dans une seconde et on est en train d'exploser les compteurs au niveau du timing. Oui, on est en train d'exploser les compteurs. On parle des femmes dans une seconde. Simplement, Antonin était arrivé dans ce studio pour vous dire une chose, c'est que vous avez un problème, Marlène Schiappa. Vous avez un problème, c'est un homme
de gauche, enfin anciennement de gauche comme vous, avec qui vous avez été dans le même parti, de gauche, au Parti Socialiste, Olivier Dussopt. Je n'ai jamais été membre du Parti Socialiste, en revanche. J'étais dans une majorité d'alliance. Olivier Dussopt, qui est donc le ministre du Travail qui porte cette réforme, un ancien homme de gauche, et qui est rattrapé par une affaire où il est soupçonné par le parquet national financier dans une affaire d'attribution de marché du traitement de l'eau à Annonay lorsqu'il était maire à la fin des années 2000, d'avoir favorisé la SOR, qui est un des plus gros opérateurs en la matière. Il y avait 5 chefs d'inculpation contre lui, 4 sont tombés, il en reste un. Écoutez-le ce matin, c'était sur Europe 1. Une enquête a été ouverte après un article en 2020 et à l'issue de cette enquête, le parquet financier a classé sans suite 4 des 5 faits, des 5 reproches possibles. Et donc il n'y a pas d'accusation de corruption, de prise d'intérêt. C'est très important pour moi que ce soit dit et que ce soit écrit. Mais on voit le verre à moitié vide et c'est celui de favoritisme qui est retenu. Il reste effectivement aux yeux du parquet la possibilité d'une infraction pour une procédure de marché public en 2009, il y a 14 ans de cela. J'ai convaincu de ma bonne foi, de mon honnêteté sur les 4 premiers points et je souhaite convaincre de la même chose sur le 5e point. Voilà, alors là, on vient de voir un ministre sur la défensive, parce que quand on est mis en cause par le parquet national financier, qui est une institution qui est particulièrement sourcilleuse, notamment quand ça concerne les ministres, si la qualification de favoritisme a été retenue par le parquet, c'est probablement qu'il y a quelque chose de soupçonneux, et en tout cas de suffisamment soupçonneux pour le mettre en cause, ce ministre, qui est en première ligne pour défendre une réforme que certains disent injuste. Est-ce que ça n'est pas un affaiblissement coupable pour votre gouvernement de faire porter cette réforme par cet homme-là ? Non, moi je ne partage pas cette analyse. D'abord, Olivier Dussopt, vous dites que c'était un homme qui était anciennement de gauche. C'est quelqu'un qui a toujours des convictions très solides. Moi, je suis dans le gouvernement depuis plusieurs années à ses côtés. J'ai vu à quel point c'était un homme de dialogue, attaché justement à construire une réforme la plus juste possible. Il s'est beaucoup battu pour ça. Il a passé des heures à écouter chaque syndicat, d'abord individuellement, en profondeur. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les leaders syndicaux, ils saluent tous la capacité d'écoute d'Olivier Dussopt. C'est un homme très bien qui, par ailleurs, avait voté contre le premier budget d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Mais visiblement, ses convictions ont changé entre-temps. Est-ce que le problème n'est pas qu'il est soupçonné de favoritisme dans une affaire qui, encore une fois, concerne des marchés publics, c'est l'argent du contribuable, et de défendre une réforme des retraites qui est une réforme qui, par définition, l'opinion l'a jugée comme telle, comme étant injuste. Est-ce que vous n'avez pas là un gros problème qui va être évidemment exploité par les oppositions et qui affaiblit votre ministre ? Non, je ne le crois pas. On est sur un tout autre sujet. On n'est absolument pas sur la question du sujet des retraites. D'ailleurs, à ce stade, enfin moi je ne veux pas faire comme s'il était coupable. Je vais pas faire comme je n'en sais rien et vous n'en savez rien non plus, pardon de le dire, mais à ce stade il n'y a pas de jugement qui soit rendu. Le seul qui a été rendu, c'est celui qu'Olivier Dussopt a rappelé. Il a été innocenté pour 4 interrogations qui étaient posées suite à un article de Mediapart. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui est en charge de la réforme des retraites. Il est soutenu par l'ensemble du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes là pour présenter cette réforme, bien que je n'en sois pas en charge personnellement. C'est pourquoi Gabriel Attal était là aussi et d'autres autour de la Première ministre. Donc aujourd'hui, il y a une équipe soudée et au travail. C'est pas compliqué d'être de gauche dans ce gouvernement ? Non, c'est pas compliqué d'être de gauche dans ce gouvernement. Moi, vous savez, avec le président de la République, on a obtenu de belles victoires, notamment par exemple la PMA pour toutes les femmes, qui était l'engagement 61 du programme de François Hollande, qui n'a jamais tenu. Donc il y a quand même un certain nombre d'engagements de François Hollande que nous avons fait. Vous avez quand même exclu les femmes trans. Cela ou par exemple le reste à charge zéro. Aujourd'hui, des gens peuvent avoir des lunettes ou des soins dentaires alors qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas en avoir quand ils n'ont pas d'argent. Ou la naturalisation des 25 000 travailleurs Covid qui aujourd'hui sont français comme vous et moi. Ce sont de belles réformes de gauche que je suis très fière d'avoir portées. Marlène Schiappa, les femmes. Les femmes. Non, mais bon, la naturalisation des travailleurs Covid, c'est vous qui avez augmenté la durée de détention des personnes en situation irrégulière dans les centres de rétention. C'est donc, pardon, mais le traitement des étrangers par Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous en vanter. Ah non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, j'étais en charge de la question, par exemple. Je vais vous dire des choses qui sont factuelles également. J'étais en charge de l'intégration des personnes venues d'Ukraine et il y a eu une très belle mobilisation de l'ensemble de la société, une belle solidarité avec notamment l'ONG Singa qui est présidée par Benoît Hamon. On a lancé l'hébergement citoyen, c'est-à-dire que des Français ont accueilli chez eux des personnes venant d'Ukraine pour les accueillir et pour les intégrer. Moi, je vous parle des centres de rétention administrative. Je vous parle des migrants qui sont dans des centres de rétention. Et c'est votre gouvernement qui a augmenté la durée, qui a passé à 90 jours la durée durant laquelle on peut maintenir des femmes, des hommes, des enfants
dans des centres de rétention. C'est ça le macronisme, c'est ça la réalité. Donc, ne revendiquez pas quoi que ce soit sur la question du traitement des étrangers. Excusez-moi, vous n'avez pas validé mes propos ou à valider ce que je revendique. En même temps, souffrez que j'ai un point de vue et souffrez que je revendique mon bilan. Il y a une forme d'obscénité, si vous voulez, à vous targuer de quoi que ce soit sur cette question-là. Alors en fait, on peut se targuer d'absolument rien. Compte tenu de la brutalité, il suffit d'aller voir à Calais. Il faut parler des femmes. Mais assez incroyable. Non, pardon, mais Charles n'a pas validé mes propos. Je suis ministre depuis 6 ans. Bien sûr, j'ai un bilan. Le président de la République a un bilan également. Nous avons un bilan de gauche. Un bilan, il est positif ou négatif, Non, mais je viens de vous lister quelques réformes de gauche puisque c'était la question qui m'était posée. Monsieur Consigny n'a pas à me dire que je ne peux pas me targuer de quoi que ce soit. Je me targue de ce que je veux. La parole est libre et souffrez que ma parole soit libre. Les images de Calais parlent d'elles-mêmes. Marlène Schiappa. Les images de Calais parlent d'elles-mêmes puisque j'étais à Calais avec les migrants justement avec les personnes exilées. Bien sûr. Avant ou après que des gendarmes masqués soient venus déchirer les tentes à coups de couteau? Alors, ce ne sont pas des gendarmes. Vous avez un problème avec les forces de l'ordre, monsieur Consigny. C'est très surprenant. Et vous continuez dans la démagogie. Il ne s'agissait pas de gendarmes. Il s'agissait d'une entreprise. Masqués. Non, il s'agissait d'une entreprise de sous-traitance de sécurité qui avait détruit des tentes. C'est pourquoi je suis allée inaugurer un lieu pour préserver les affaires de ceux qui ont hélas pris la mer pour aller en Angleterre. On vérifiera parce que ces exilés, vous vérifierez. Il y a des images, il y a des vidéos. Non, ça me tient à cœur. Il s'agit du bien sûr. À Calais, ils sont bien traités. Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on parle des femmes. J'aimerais bien qu'on parle des femmes, Marlène Schiappa. À Calais, ils sont bien traités. Marlène Schiappa, l'un de vos collègues, Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, explique que les femmes seront un peu pénalisées avec cette réforme. L'étude d'impact explique que pour les personnes nées en 1972, par exemple, l'âge de départ à la retraite sera poussé de 5 mois pour les hommes, de 9 mois pour les femmes. Même chose pour les personnes nées en 1980. Comment, vous, aujourd'hui, vous pouvez nous dire que les femmes ne seront pas pénalisées par cette réforme? Non, mais plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne les femmes, il y a des situations particulières. Moi, j'ai présidé 10 ans un réseau qui s'appelait Maman Travail et une association qui visait justement à améliorer la conciliation vie professionnelle, vie familiale, notamment pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et dans ce cadre, nous avions des revendications. J'évoquais tout à l'heure la question du congé parental. Vous savez qu'aujourd'hui, le congé parental, il est pris dans l'immense majorité des cas par des femmes, par des mères de famille, quel que soit d'ailleurs leur niveau social, leur niveau d'études, leur niveau de travail. Et aujourd'hui, dans le système tel qu'il est actuellement au niveau des retraites, eh bien, nous ne sommes pas compensés sur nos congés parentaux. Désormais, ce sera le cas. Ensuite, la question du plancher que j'évoquais tout à l'heure, des 1 200 € pour des carrières complètes au SMIC. Donc, ça veut dire des personnes qui exercent, par exemple, comme agents d'entretien, qui ont été aides-soignantes une grande partie de leur vie, qui ont beaucoup travaillé sur ces métiers qui sont payés véritablement au SMIC pendant une très grande partie de leur vie avec peu d'évolution. Aujourd'hui, ces personnes, elles bénéficieront du plancher de 1 200 € à 60%. D'après les projections, ce plancher bénéficiera aux femmes. Ça veut dire très concrètement que cette réforme, elle sort des femmes d'une forme de pauvreté. C'est-à-dire que les femmes vont toucher un peu plus, mais devront travailler un peu plus aussi que les hommes. Alors, les femmes partiront toujours plus tôt que les hommes. Ça, je tiens à le dire. Aujourd'hui, les femmes partent en moyenne plus tôt que les hommes. Et après la réforme, les femmes partiront toujours en moyenne. Aujourd'hui, pardon, attendez, on va donner un chiffre. Aujourd'hui, l'âge de départ moyen, après la réforme, sera de 64 ans et demi pour les hommes, 64,3 pour les femmes. Elles partiront toujours avant. Il y a un écart de 2 mois avec la réforme. Aujourd'hui, l'écart était de 7 mois. Oui. Donc l'écart se réduit entre hommes et femmes. L'écart se réduit, mais les femmes partent toujours plus tôt. Donc vous allez demander un effort supplémentaire aux femmes. Moi, je vais vous dire ce que je demande et ce que je demande depuis toujours, puisque depuis l'âge de 15 ans, je milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est qu'en fait, on puisse corriger les inégalités de parcours entre les femmes et les hommes tout au long de la vie. Parce qu'aujourd'hui, la retraite, c'est l'aboutissement. Non, mais c'est vrai, la retraite, aujourd'hui, c'est le moment de la retraite. Le moment de la retraite, aujourd'hui, vous n'allez pas faire comme Charles Consigny. Non, mais c'est factuel. 3 mois, 7 mois. Bien sûr. C'est factuel aussi qu'elles partent plus tôt. Oui, mais non, mais vous ne pouvez pas dire qu'elles ne seront pas pénalisées. Vous allez leur demander davantage. Vous comprenez qu'on a. Mais en fait, les femmes. Mais bien sûr que si. Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, les femmes parlent plus tôt que les hommes. Et après cette réforme, les femmes continueront à partir plus tôt que les hommes. À la retraite, c'est factuel. Ensuite, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une solution très simple pour que nous soyons tous et tous à égalité au moment de la retraite. Parce que les pensions des femmes à la retraite sont inférieures aux pensions des hommes. Comment nous pourrions corriger cela? Par la mise en place de l'égalité salariale. Ça fait 40 ans qu'il y a des lois sur l'égalité salariale et qu'elles ne sont pas appliquées. Et que vous avez même des grandes entreprises qui préfèrent provisionner le montant des amendes plutôt que de payer les femmes comme les hommes. Vous avez ça, c'est aussi votre bilan. 9%. Pardon, il y a 40 ans, j'étais pas née. Donc, mais ça fait 6 ans. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 6 ans. Alors, bien évidemment, c'est pour ça que nous avons mis en place, quand j'étais à l'égalité femmes-hommes, l'index égalité, qui est un index obligatoire pour les entreprises, justement,
pour faire en sorte qu'on puisse avoir la transparence sur les inégalités de salaire, mais c'est très important entre les femmes et les hommes. Savez-vous par exemple qu'au retour du congé maternité, la loi prévoit qu'une femme bénéficie d'une augmentation égale à la moyenne des augmentations qui ont été attribuées à toutes les autres personnes du service pendant son absence. Et bien vous avez pléthore aujourd'hui d'entreprises qui l'ignorent, qui ne le savent pas, qui donc sans le savoir ne respectent pas la loi et pénalisent les femmes à cause de leur maternité. Ça c'est une réalité encore aujourd'hui. Merci beaucoup Marlène Schiappa. Et désolé parce qu'on a explosé le timing. Ouais, merci d'être resté avec nous.